attendu par un certain nombre de spécialistes depuis les années 2000, au fond. Puisque nous avions pensé même que le SRAS, ça y était, c'était le big one, si je puis dire. Puis non. Et il y a eu certaines alertes comme ça répétées, mais qui montraient bien qu'au fond, il y avait à l'horizon un danger pandémique probable, lié à tout ce que vous savez sur l'hypermobilité contemporaine, par exemple. Voilà, mais c'est vraiment... c'est pas une surprise pour moi, mais c'est vraiment très, très satisfaisant de voir à quel point toutes nos communautés se sont mobilisées sur cette thématique dont les aspects sociaux et humains, évidemment, sont dans l'histoire de l'humanité aussi importants que les autres, j'allais dire. Non que je veuille diminuer, loin de là, la part des travaux scientifiques et médicaux dans le déroulement de la pandémie et sa résolution dans les mois ou années qui viennent, mais parce que, au fond, l'homme, depuis le début de sa vie en société, peut-être même avant, mais on ne le sait pas, a été confronté à ce genre de grands défis pour sa survie. Alors, ce n'est pas un défi pour la survie aujourd'hui de l'espèce humaine, mais après plus de 50 ans de silence épidémiologique d'ampleur dans les pays du Nord, évidemment, ce phénomène a eu un effet de sidération, tant nous avions tous intégré qu'entre progrès socio-économiques, de niveau de vie, scientifique, technologique, nous étions au fond à l'abri de ce genre de pandémie. Voilà. Donc, c'était un sujet, j'allais dire, pour nous, et c'est très bien que nous nous en soyons emparés. Alors, l'après-midi est aussi chargé quasiment que la matinée, donc il va me falloir essayer de faire respecter le temps aussi précisément que possible. Donc, 20 minutes pour chaque intervention, comme ce matin, et puis 10 minutes de questions partagées entre la salle et puis les collègues ou les amis qui participent à l'événement via Internet. Voilà, donc notre première intervention est celle de l'après-midi, c'est celle de, il faut que je retrouve mes pages, Jean-Marie Robin, voilà, qui va s'installer et qui va nous parler de structure au Covid-19. Merci Patrice. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi et demain. Mais comme je démarrer tout de suite. Alors je crains que par rapport aux exposés extrêmement riches de ce matin, le mien soit un peu sec et un peu pauvre. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir en creux tout ce qu'on ne sait pas sur la structure par sexe, par âge et par lieu de décès des personnes qui sont mortes du Covid depuis mars 2020, donc depuis plus d'un an. Alors, maintenant, ce qu'on sait, c'est que on a affaire, lorsqu'on s'intéresse... Alors, je vais uniquement vous parler de la mortalité du Covid et en particulier en France. Donc, ce qu'on sait maintenant, on l'a déjà vu ce matin, ce graphique, c'est qu'on a affaire à une succession de vagues. Mais si on élargit un tout petit peu, et là, j'ai pris... je crois que c'est 18 représentations du profil de ces vagues dans 18 pays parmi les 150 que vous pouvez récupérer sur
les documents du Monde, on voit très très bien que, en fait, au cours du temps, même si a priori on a tous eu une première vague Excusez-moi, en mars. Jean-Marie, est-ce que vous pourriez parler plus près du micro, s'il vous plaît? D'accord. Merci. Si, vous voyez, en particulier, on voit pour la France, la Belgique, etc., si on a tous commencé par une vague en mars 2020, en fait, on voit que les vagues se dispersent de plus en plus et que la dynamique se brouille au cours du temps. Alors, je peux éclairer là la France, quelques pays, le Portugal, par exemple, l'Argentine ou bien encore l'Iran. On voit bien que la dynamique épidémique est extrêmement brouillée. Et de plus, ces données, que vous pouvez trouver au Monde par exemple, sont très difficilement comparables entre elles parce qu'on ne sait pas finalement, on sait très très mal quelles sont ces données de mortalité qui sont collectées par chaque pays. C'est pour ça que l'INED, qui est juste à côté, a mis en place un site sur la démographie de la mortalité par Covid où, alors le site ne porte pas sur 150 pays parce que le travail est beaucoup plus important, où l'INED essaye de documenter à travers des métadatas le type de données, la qualité des données qui est rapportée chaque jour. Alors, les sources que je vais utiliser pour cet après-midi, en fait, je vais vous les présenter autour de la première vague, celle du printemps 2020, parce que cette vague de mars à mai 2020 est terminée et qu'elle est à distance, donc on a eu le temps de récupérer de l'information dessus. Donc les sources principalement, ben voilà, elles proviennent de l'INSEE. Avec l'INSEE, on a un décompte des décès qui permet d'avoir finalement par comparaison une surmortalité par rapport aux années précédentes. On peut avoir aussi les certificats de décès de l'INSERM avec les causes de décès et en particulier la mention du Covid comme cause contributive au décès. Et puis on peut avoir les décomptes au quotidien de Santé publique France, ceux qui sont publiés ou qui ont été publiés par les journaux, par la radio tous les soirs. Et décompte de la mortalité je crois que je n'ai pas besoin de ça, direct dû au Covid à l'hôpital ou un peu plus tard dans les EHPAD. Et très rapidement, quand on voit ces trois sources, on voit des grosses différences. Et par exemple, juste la source de référence, parce que c'est celle qui est finalement la plus élaborée avec les données de meilleure qualité, ce sont les informations qui proviennent des certificats de décès, mais c'est les informations qu'on collecte le plus tard. Donc on va prendre comme référence les chiffres du milieu qui proviennent de l'INSERM. Et vous voyez que d'après l'INSERM, qui pourtant n'avait reçu que 173 000 certificats de décès par rapport aux 179 000 décès qui avaient été décomptés par l'INSEE, l'INSERM avait déjà 34 000 certificats de décès avec mention du Covid comme cause contributive au décès. Et pourtant, Santé publique France n'en avait décompté directement que 29 000 à la même période. Donc on voit déjà qu'il y a un gap et que la surmortalité totale calculée par l'INSEE approchait 28 000. Donc on voit bien que ces chiffres correspondent relativement mal entre eux, surtout si on regarde le lieu du décès. Et par exemple, si on regarde le lieu du décès, c'est un des écarts les plus grands. Santé publique France avait décompté directement 18 000 décès à l'hôpital, alors que l'INSERM a plus de 21 000 certificats de décès avec décès à l'hôpital avec mention du Covid, qui montre bien que tous les décès n'ont pas été décomptés par Santé publique France. Et puis, en termes de surmortalité, l'INSEE n'a décompté qu'environ une surmortalité de 7 000 décès au cours de la période à l'hôpital. Donc, il s'est passé quelque chose à l'hôpital. On voit bien que les chiffres, les écarts sont considérables. Et puis, un autre point qu'il faut citer, c'est si vous regardez, par exemple, le nombre de certificats de décès à domicile qui portent la mention du Covid, ça représente à peu près 5% des décès. Pourtant, Santé publique France n'a décompté aucun décès à domicile. Bon, c'est normal puisque Santé publique France s'est préoccupée que des décès à l'hôpital ou les décès à domicile. Mais si on regarde en termes de surmortalité, l'INSEE a une surmortalité considérable de près de 10 000 décès, ce qui représente à peu près une surmortalité en pourcentage de 20%.
Et en fait, il y a une explication très simple, c'est que l'INSEE a énormément de mal, sur la base des informations qui lui sont fournies par les services de l'état civil, de distinguer le lieu du décès entre le décès à domicile et le décès en institution. Donc voilà, c'est à peu près toutes les imprécisions qu'on a, et finalement, on est contraint par la source à laquelle on accède. Tout de suite, immédiatement, on accède au décompte de Santé publique France, mais on voit qu'il manque des décès à l'hôpital, on voit qu'on n'a pas les décès à domicile, et puis un peu plus tard, on a la surmortalité de l'INSEE, mais là, on voit des écarts considérables, même si ça a l'air de s'équilibrer en termes de totaux. Et puis, il faut attendre 3-4 mois pour avoir des premiers chiffres du CEPIDC, de l'INSERM, qui vont apporter une information plus précise. Et là, par exemple, vous voyez que grâce au site de l'INSERM, on sait que dans les pays équivalents, à peu près 5% des décès dus au Covid se passent à domicile. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve dans les statistiques de l'INSERM, alors que d'après Santé publique France, ben, vous voyez, on n'avait pas d'informations. Et l'autre chose qui est intéressante, et malheureusement c'est une étude qui n'a pas été reproduite, après la première vague, alors la date de calage n'est pas exactement la même, c'est pas le 31 mai, c'est au 15 juin, mais la DREES, donc les services statistiques du ministère de la Santé, ont fait une étude approfondie sur les parcours hospitaliers des gens entrée à l'hôpital pour Covid. Et malheureusement, à ma connaissance, cette étude n'a pas été reproduite depuis. Donc voilà, on a cette seule information. Et cette information est importante parce que, en fait, sur cette période, d'après Santé publique France ou Etalab, donc la France numérique, il y a eu 110 000 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid, et pour un Covid avéré, c'est-à-dire suite à un PCR par exemple. Et en fait, dans l'utilisation du même fichier, tout ça provient de Civic, l'adresse n'en a retrouvé que 102 000. Donc là, il y a déjà un premier écart, mais dans ces 102 000 identifiés par l'adresse, il n'y en a que 90 000 que l'adresse va pouvoir utiliser parce qu'il y a environ 11 000 ou 12 000 enregistrements qui sont incohérents. Voilà, il n'y a qu'à lire leur rapport, ils sont incomplets, ils sont incohérents, on ne comprend pas ce que c'est. Donc en fait, la base de départ, c'est 90 000 hospitalisations au cours de la première vague, des gens qui ont été hospitalisés en hospitalisation conventionnelle voilà, pour Covid confirmé. Et là, cette population de 90 000 personnes, ou ces hospitalisations, sont en deux groupes. Il y en a 73 000 qui vont aller dans l'hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, certains collègues disent on les a hospitalisés dans les étages, c'est-à-dire c'est ceux qui vont ne recevoir que du Doliprane, hein, parce qu'au cours de cette première vague, on n'avait strictement aucune idée de ce qu'on pouvait faire des personnes atteintes du Covid. Et puis, il y en a 17 000 qui ont eu, je ne sais pas si c'est une chance, parce qu'ils étaient plus jeunes, parce qu'ils semblaient plus costauds, parce qu'ils semblaient peut-être dans un état plus sévère, qui ont eu la chance d'aller dans un service de soins critiques et qui représente que 19%. Et en termes de mortalité, vous voyez, sur les mortalités qui sont décomptées à l'hôpital, pour ces 90 000 personnes, 17 000 décès, il y en a finalement un peu moins de 5 000 qui se sont produits dans les services de soins critiques et pratiquement 13 000 qui se sont produits hors des soins critiques dans les étages, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu que du Doliprane. Et donc, en fait, on a à peu près, au cours de la première vague, on a à peu près 30 000 décès dus au Covid, essentiellement des personnes âgées. Environ 20 000 décès se sont produits à l'hôpital, environ 10 000 décès se sont produits dans les EHPAD, et sur les décès qui se sont produits à l'hôpital, environ 5 000 correspondent à des gens qui sont rentrés en réanimation ou dans les soins critiques, c'est-à-dire des gens pour lesquels il y a eu effectivement des gestes médicaux qui ont été faits pour essayer de les empêcher de mourir. Pour tous les autres, hein, vous vous rendez compte de la quantité, c'est-à-dire pour 25 000 décès ou personnes qui sont décédées sur 30 000, on n'a rien fait. On les a laissés dans les EHPAD où on les a effectivement hospitalisés, mais on les a fait monter dans les étages, on leur a donné du Doliprane, je répète, et c'est tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc, voilà le point de départ. Donc,
Ça, on était en mars, avril, mai. On continue, donc vous voyez, on a cette succession de vagues. On arrive dans la deuxième vague, celle qui correspond à septembre, octobre, novembre et décembre. Et là, tout simplement, je vais aller très très vite parce que c'est quelque chose qui est passé complètement inaperçu. Ici, vous avez la structure par âge des décédés. Alors, en fait, en France, il n'y a pratiquement pas de décès avant l'âge de 50 ans. Donc c'est pour ça qu'on a réduit tout à fait les catégories d'âge avant, parce que tout simplement l'INSERM ne voulait pas me donner l'information de façon plus détaillée. Il y avait risque de découvrir qui était décédé. Et donc là, vous avez le détail des chiffres, mais on va simplement regarder de ce côté-là. Et de mars à mai, c'est la première vague. De septembre à décembre, c'est la deuxième vague. Et si vous regardez en pourcentage ceux qui avaient plus de 85 ans dans les décédés, ils étaient 65% du côté des femmes dans la première vague, 70% dans la deuxième vague. Ils étaient du côté des hommes 41% à avoir plus de 85 ans dans la première vague et 48% dans la deuxième vague. Il y a eu un vieillissement considérable de la population qui est décédée du Covid entre la première et la deuxième vague. Et ça, c'est une information qui a été communiquée nulle part. Donc après, on passe sur les vagues de janvier, février, mars, et puis une dernière période qui est une période où on semble retourner à une entre-vague. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, en fait, ce qui est tentant, c'est de regarder comment tous ces paramètres ont pu évoluer au cours de l'ensemble de cette période, et puis est-ce qu'on a appris plus de choses avec le temps qui passait, ou au contraire, est-ce que l'information s'est appauvrie? Je vous ai déjà dit que l'étude détaillée qu'on avait eue provenant de l'adresse sur ce qui s'était passé au cours de la première vague n'a pas été répétée depuis. Et donc on va regarder sur ces trois grands facteurs structurants qui sont le sexe ratio, la structure par âge ou le lieu du décès, ce qui s'est passé au cours de cette période. Déjà, je peux vous dire que le sexe ratio a peu varié. Et ici, vous le voyez, je prends un seul exemple, c'est le nombre de décès hospitaliers dus au Covid. En bleu, c'est le total, en orange, ce sont les hommes, et en gris, ce sont les femmes. Donc vous voyez qu'il meurt toujours un petit peu plus d'hommes que de femmes. Et en fait, c'est environ, on va dire, 57% des décès, ce sont des hommes. Et ce qui est intéressant, ça peut sembler comme un point de détail, mais ce n'est pas tout à fait un détail, c'est que en fait, la proportion des hommes va diminuer. Il y a une espèce de trou au début, jusqu'à uniquement 54% des victimes, c'était des hommes, au moment où on rentre dans la période où il y a pratiquement plus de décès en juin, juillet et août. Donc au moment où on sort de la première vague, en fait, il va rester des décès, c'est ce qu'on va voir, et ces décès, c'est finalement des décès essentiellement féminins. Voilà, ça, c'est quelque chose aussi de pas perçu jusqu'à présent. Alors, les lieux de décès, ça c'est plus spectaculaire et c'est plus intéressant. Donc ici, ce que vous avez d'un côté, c'est les lieux du décès du Covid. Je les ai regroupés en 4 lieux. Ce sont des statistiques qui viennent du coup de l'INSERM, du CEPIDC. En bleu, vous avez les décès à l'hôpital. En orange, vous avez les décès dans les EHPAD. En gris, les décès à domicile. En jaune, c'est les décès ailleurs. Il y a très peu de décès qui se produisent ailleurs. C'est sur la voie publique. Après, je vais les négliger. Et puis, vous avez la même chose en bas, ce sont les décès, mais cette fois-ci, c'est le total des décès. Ce n'est pas uniquement les décès pour le Covid. Et ça vous permet de voir les proportions. C'est qu'en temps normal, il y a à peu près autant de décès en EHPAD qu'à domicile. Mais pour ceux qui vont mourir du Covid, c'est beaucoup plus de décès dans les EHPAD qu'à domicile. Donc, on voit bien que les vagues ont frappé essentiellement dans les EHPAD. Et puis ici, c'est en pourcentage. Et vous voyez, c'est intéressant de voir que finalement, au cours de la première vague, la mortalité due au Covid va représenter jusqu'à 50% des décès dans les EHPAD et jusqu'à 50% des décès
dans les hôpitaux. Ce qui peut sembler assez contradictoire et on ne comprend pas comme ça pourquoi. En fait, c'est très simple, c'est quand vous êtes résident dans une EHPAD, vous ne pouvez pas vous en aller. Donc tous ceux qui résidaient dans les EHPAD, c'est une population captive. Et donc la moitié des gens qui sont décédés dans cette population captive sont décédés du Covid. Par contre, les gens qui étaient hospitalisés, ils ont pu échapper de l'hôpital. Et en fait, si on avait ici un graphique des sorties de l'hôpital, on verrait que l'hôpital s'est vidé. Et c'est pour ça que finalement, il y a d'abord cette surmortalité dérisoire calculée par l'INSEE à l'hôpital, environ 7000 décès supplémentaires à l'hôpital, alors que normalement, il y aurait dû avoir plus de 20 000 décès supplémentaires. C'est tout simplement parce que l'hôpital s'est vidé. Les gens avaient tellement peur, et puis pas que les gens, hein, les médecins, etc., le personnel hospitalier, donc l'hôpital s'est vidé. Ce qui fait que des deux côtés, 50% des décès sont des décès dus au Covid. Et vous voyez qu'en fait, on peut dire, raisonnablement on peut dire, on a tous été surpris par cette première vague. On a entendu ce matin plusieurs exposés sur l'état d'impréparation de la France à des épidémies ou à des crises, mais on ne peut pas dire ça du mois de septembre. Et on voit bien que, en fait, dans les stratégies qui ont été mises en place, rien n'a été mis en place pour protéger les personnes résidant dans les EHPAD, ou alors ce qui a été mis en place a été totalement inefficace dans les EHPAD. Soit on n'a rien fait pour protéger les résidents des EHPAD d'une deuxième vague, soit ce qu'on a fait, c'est-à-dire les gestes barrières, par exemple, le port du masque, n'a servi à rien dans les EHPAD. Ça pose quand même beaucoup de questions par rapport à ce que j'ai entendu ce matin sur, par exemple, un personnel qui dépensait sans compter son temps pour prendre soin des patients. Et voilà. Et puis ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit très très bien qu'à partir de la fin janvier, il y a une disparition totale de la mortalité dans les EHPAD. Et en fait, il y a une chose qui va marcher, et moi je dirais il y a un crédit que je veux bien donner au gouvernement, c'est d'avoir réservé la vaccination aux personnes aux plus âgées et d'abord aux résidents dans les EHPAD. Et c'est vrai qu'on est obligé de le reconnaître, au fur et à mesure que les résidents dans les EHPAD ont été vaccinés, en l'espace de 3 mois, on a totalement éliminé la mortalité dans les EHPAD. Alors ça pose un autre problème, hein, parce que la France, comme vous le voyez, reste sur un plateau extrêmement haut. Et ça veut dire qu'en fait, pendant toute cette période où disparaissait la mortalité dans les EHPAD, elle a été compensée par une mortalité de gens qui n'étaient pas des résidents d'EHPAD, qui allaient mourir à l'hôpital et qui font qu'on a gardé, et là on est sur les chiffres toujours de l'INSERM, donc ils s'arrêtent au 31 mars. Au 31 mars, on est encore sur des chiffres de mortalité quotidiens extrêmement élevés. Voilà. Alors pour résumer toute cette partie-là, aujourd'hui, donc c'est au 31 mars, c'est ça, au 31 mars, hein, il faudra attendre presque un mois pour maintenant avoir l'information concernant jusqu'au 30 avril pour l'INSERM. Si on répartit les décès, 67% des décès se sont produits à l'hôpital. Alors une bonne partie des gens qui vont mourir à l'hôpital, c'est des gens qui initialement résidaient en EHPAD. 28% des décès se sont produits en EHPAD, 5% à domicile et 1% s'est produit sur la voie publique ou ailleurs, enfin sur tous les autres lieux. Alors cette information, on peut la détailler par mois ou la regrouper par mois. Je vais aller très très vite. Ce qui est intéressant ici, c'est alors en haut vous avez le nombre, donc on voit toujours les vagues, et en bas il y a les proportions qui permettent de voir. Bon, chaque barre, chaque total fait 100%. Pardon. Ce qui est intéressant, faut que je recule ici. Ouais, d'accord. Voilà. Ce qui est intéressant ici, et je vais tenter le coup, voilà, c'est là, en éclairant ici, vous voyez, c'est qu'au creux, ici, quand on est au creux, c'est-à-dire il n'y a presque plus de décès, en fait, ça fait monter la part des décès à domicile. En fait, il y a...
parfait. Lorsqu'on sort de la vague, il va rester quand même un reliquat de décès. Ce reliquat de décès, là on va le voir sur la slide suivante, c'est des gens très âgés, c'est sûrement des femmes, c'est pour ça que ça diminue la proportion et des hommes, et c'est des gens qui meurent à domicile en fait. Et c'est pour ça qu'on a ici cette montée, cette petite montée à domicile. Voilà. Sur l'âge au décès, donc ça on l'a vu, mais finalement c'est différentes façons de voir la même chose. Mais c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc on part en mars-avril, on voit à peu près l'âge moyen des gens qui décèdent. Et en fait, on voit que cet âge va augmenter considérablement. Sur toute l'année 2020, l'âge des gens qui décèdent va augmenter. Et quand la presse se met à parler d'un rajeunissement des gens qui décèdent du Covid, en fait, c'est une fausse interprétation. Tout le monde pense que ce sont des gens de 50 ou 60 ans qui se mettent à mourir du Covid. En fait, c'est un rajeunissement par rapport à la situation de décembre 2020, où l'âge a considérablement augmenté. Vous voyez, on est passé de 79 ans en mars 2020, c'était l'âge moyen au décès chez les femmes, par exemple, à, c'est très élevé, à 84 ans. Donc il y a eu vraiment une élévation considérable des âges au décès. Et ça, je crois que c'est à peu près le dernier. Et donc ici, on voit les mouvements jusqu'en juin. Donc là, c'est des informations qui viennent de Santé publique France. Ça a l'air un peu confus, mais on a les deux sexes réunis. Mais c'est quand même intéressant de regarder spécifiquement ce qui s'est passé sur chaque sexe. C'est le même mouvement, mais c'est avec des décalages. Donc si on regarde du côté des sexes masculins, au cours, donc on va dire depuis mars 2021, il y a un effondrement de la mortalité chez les hommes âgés de 80 à 90 ans. C'est ceux qui ont été vaccinés. Il n'y a jamais eu beaucoup de mortalité chez les hommes de plus de 90 ans parce qu'on n'en a pas beaucoup. Par contre, on voit bien qu'on a une montée considérable, hein, et en parallèle, et c'est pour ça que la moyenne ne baisse pas tellement, de la mortalité chez les hommes âgés de 70 à 80 ans en vert, de 60 à 70 ans en gris, et même chez les hommes de 50 à 60 ans, ce qui est la courbe en rouge. Et voilà, ça, c'est les informations actuelles, hein. On est calé sur hier ou avant-hier. Du côté des femmes, on voit un mouvement à peu près similaire, sauf que voilà, il est moins fort, et puis il y a des décalages dans les âges, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui meurent à l'âge de 90 ans, et puis il n'y a pas tellement d'augmentation dans la mortalité du groupe d'âge de 50 à 60 ans chez les femmes. Voilà, je pense que c'est terminé. Ouais. Ah non. Bon. C'est le dernier, là. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Celui-là est intéressant parce que, du coup, pour pouvoir avoir aussi l'âge et les lieux du décès, j'ai pris l'âge moyen. C'est un nouveau tableau, c'était magique, fourni par le CPDC, par l'INSERM, donc que j'ai reçu avant-hier, donc je vous le montre. Et du coup, vous voyez que, dans le fond, si on meurt en EHPAD, on meurt très âgé, on meurt autour de l'âge de 90 ans, qu'on meurt du Covid ou qu'on meurt d'une autre cause. En fait, il n'y a pas de grande différence dans l'âge au décès, quelle que soit la cause du décès, Covid ou autre cause. Tout à fait au début, comme aujourd'hui, il y a un petit rajeunissement. Donc on peut imaginer que vraiment, en mars-avril 2020, quand tout le monde a été surpris, le Covid a tué des gens un peu plus jeunes que d'habitude en EHPAD. Mais c'est vraiment très léger. Et puis, quand on regarde ce qui se passe, quel est l'âge de décédé des autres causes, hein, et ailleurs qu'en EHPAD, on voit qu'en fait, en France, on sait qu'on meurt très tard. C'est, pour les hommes comme pour les femmes confondus, c'est environ 77 ans. Qu'on meurt dans les hôpitaux publics, qu'on meurt dans les hôpitaux privés ou à domicile, on meurt vers 77 ans. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que ceux qui vont vivre en EHPAD, c'est ceux qui, quelque part, ont une grande longévité par rapport aux autres. Ils vivent beaucoup plus longtemps que les autres. Et donc, ils vont pour différentes raisons, finir leur vie dans les EHPAD, mais ils vont mourir, vous voyez, finalement, 12 ans, 13 ans plus tard, autour de 90 ans. Par contre, quand on regarde ceux qui meurent du Covid, alors
ceux qui meurent du Covid en EHPAD, c'est pareil, c'est au même âge. Mais ceux qui meurent du Covid dans les hôpitaux publics, à domicile ou dans les hôpitaux privés, vous voyez que là, on a des variations aussi au cours de l'année de la pandémie, dont on n'a pas forcément d'explication. Si, pour la fin, on voit effectivement un très fort rajeunissement des gens qui meurent du Covid dans les hôpitaux publics ou privés, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus l'apport de ceux qui venaient des EHPAD. Par contre, on voit un vieillissement de ceux qui meurent à domicile. Et il y a une population auquel personne ne pense et qui n'était absolument pas protégée aujourd'hui, c'est la population des très âgés qui vit à domicile et qui rencontre quand même de temps en temps ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et il n'y a pas beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants qui sont vaccinés. Et on estime qu'environ 20% des plus de 90 ans qui vivent à domicile ne sont pas vaccinés non plus. Très bien. Plonger dans les systèmes statistiques, j'allais dire. Très utile de rappeler, je pense, les différentes voies de recueil des statistiques. C'est pour ça que je suis toujours réticent quand on me lance sur une comparaison internationale du nombre de décès de Covid, parce que je pense que souvent les écarts entre les services statistiques sont supérieurs aux écarts de réalité, donc je m'abstiens de les commenter. Mais là, Jean-Marie vient de vous donner un exemple très précis sur la France. Alors j'ai perdu ma connexion ordinateur, donc qui s'est éteint, je pense. Donc je ne vais pas pouvoir prendre de questions sur Zoom, et donc la parole est à vous. Oui, vous pouvez vous présenter à la fois. Jean-Nicolas Ramsby, médecin de santé publique. Ma question, en fait, elle est d'abord pour vous remercier pour cette présentation que je trouve extrêmement intéressante sur justement la prise de débat sur les sources et la qualité des sources d'information. Mais c'est vrai qu'on a envie d'en savoir davantage à un niveau infranational, c'est-à-dire au niveau régional ou départemental. Car on peut bien imaginer que la question de l'accès à l'hôpital, l'accès à l'EHPAD constitue des obstacles extrêmement majeurs dans la manière de concevoir le suivi et la vaccination. Avez-vous des informations de ce niveau-là qui permettraient de gérer, mieux caractériser l'impact justement de l'organisation sanitaire en lien avec cette mortalité? Alors, personnellement, je n'en ai pas, mais j'ai des collègues qui s'intéressent à ce genre de questions, en particulier à l'INED, qui s'intéressent à ce genre on va dire de questions, mais à un niveau infranational, départemental ou régional. Donc l'information, oui, on peut la trouver, mais au niveau national, on a une information plus riche. Et là, vous avez pu voir que quand même, malgré tout, je vous ai dit à peu près tout ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose. Je ne veux pas apparaître comme grognon, mais je me dis que plus d'un an après le début de la pandémie, Santé publique France ou n'importe quelle agence de l'État, j'ai lu dans Le Monde ou ailleurs qu'il y avait une 50aine d'agences qui s'occupaient du Covid en France, que personne n'ait pensé à mettre en place un système de collecte où on en sache un tout petit peu plus que simplement le lieu du décès, l'âge ou le sexe des gens. Enfin, on parle quand même de 130 000 morts en France aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, on peut avoir des informations au niveau infranational, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus pauvres. Par ailleurs, et par rapport à ce qui a été dit ce matin, je veux dire que grâce à l'effort assez extraordinaire aussi, il faut le reconnaître, qui a été fait par l'État français et tous ces organismes, genre l'INED, l'INSERM, l'INSEE, Santé publique France, de mettre à disposition des données, beaucoup de chercheurs et de non-chercheurs travaillent sur ces données. Alors, les non-chercheurs, ça peut être des gens très compétents. Ça peut être des gens qui sont par ailleurs biostatisticiens, sont ingénieurs, ont toutes les capacités de traiter des données. Et on a vu apparaître,
certains ont été embauchés par les journaux, comme par exemple au Monde, on voit apparaître des analyses sur le web ou ailleurs qui sont extrêmement performantes, mais qui ne sont pas faites par des épidémiologistes, qui ne sont pas faites par des démographes, qui sont faites par, je ne sais pas, des gens qui ont sûrement des compétences. Et donc il y a beaucoup de choses. Et en particulier, il y a des choses à ce niveau, au niveau territorial. Il faut un peu les chercher. Il y a un certain nombre de blogs ou de sites web qui sont assez étonnants. Voilà. C'est ce que Une autre question? Oui. Une série de remarques, de questions. Moi, mon sentiment, Tristan Delory, pardon, je suis médecin de santé publique et infectiologue. J'ai l'impression que la présentation n'est pas assez modérée, en fait, et qu'il y a des conclusions hâtives qui sont tirées, qui sont, à mon sens, peut-être un peu dangereuses, mais c'est un point de vue personnel. Des remarques d'abord, je pense qu'il ne faut pas oublier que la mortalité en établissement pour personnes âgées, en moyenne, c'est 2 ans. C'est-à-dire une personne qui rentre, dans les 2 années, elle va décéder. La deuxième, c'est dans les courbes de mortalité que vous avez présentées, sur l'augmentation de l'âge au moment des vagues successives. Est-ce que vous ne capturez pas en fait une mortalité liée à des complications liées à une forme grave du Covid qui aurait pu survenir au moment de la première vague et donc une mortalité à distance? Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir pour cela des analyses de mortalité qui soient censurées, par exemple, avec une mortalité à 60 jours, à 90 jours, pour pouvoir peut-être un peu mieux définir les choses? Enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une opathie virale de type syndrome de détresse respiratoire aiguë chez une personne âgée, qu'elle soit liée au Covid ou pas au Covid, à la grippe, au VRS, un autre virus, a un pronostic qui est quand même très sévère. Et donc, que la mortalité soit élevée dans ces conditions n'est pas quelque chose de très surprenant. Et enfin, moi, ce qui m'a un peu dérangé, je dois dire, c'est de présenter le fait que les gens qui ont été admis dans un hôpital dans les étages n'aient reçu que du Doliprane. Je veux dire, ils ont quand même tous reçu de l'oxygène. Et ça reste, a priori, le traitement de première nécessité d'une infection à coronavirus 19. Enfin, ce traitement a pu être administré dans les EHPAD, puisque on peut dispenser de l'oxygène dans les établissements pour personnes âgées. Donc je ne sais pas si on peut vraiment conclure aussi fermement qu'on a abandonné, en gros, les personnes âgées à leur sort. Et puis un dernier point, mais ça je pense que c'est une question qui est compliquée à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, c'est dire que les mesures barrières ont été inefficaces en EHPAD me paraît tendancieux, parce que les mesures barrières, elles permettent de limiter l'introduction du virus, a priori, et ça il faudrait pouvoir estimer la probabilité de limiter l'introduction du virus dans les EHPAD, et c'est compliqué. Néanmoins, elles ne permettent pas forcément d'empêcher la diffusion du virus une fois qu'il commence à contaminer un résident puis l'autre. Donc voilà, est-ce que vous savez si, avec les données qu'on a à disposition aujourd'hui, on peut mesurer l'efficacité des mesures barrières sur la réduction de l'introduction du virus en EHPAD, et du coup, qu'est-ce qu'aurait pu être la situation s'il n'y avait pas eu ces mesures barrières? Alors, je vous remercie de tous ces commentaires. Excuse-moi, Monsieur Robin, est-ce que c'est possible peut-être de résumer, de répéter les questions et les remarques de notre intervenant, car nos participants en ligne n'entendent pas du coup ce qui se passe dans la salle. Oui, Et si je lui passais le micro? Oui, vas-y. J'ai perdu toutes mes connexions, moi. Si je lui passais le micro, parce que c'est le plus simple peut-être. Merci. Alors, je ne sais plus trop ce que j'ai dit, mais en gros, en résumé, les personnes âgées en EHPAD meurent vite, dans les 2 ans en moyenne. Est-ce qu'on ne capture pas dans les courbes de décès qui ont été présentées des mortalités liées aux complications du Covid, et donc on a un effet cumul dans les courbes, et donc on est le risque de confondre les cas incidents d'une nouvelle vague avec finalement la mortalité liée à la première vague épidémique, notamment parce que ce hiatus a été montré sur la différence entre la première et la deuxième vague. Ne pas oublier que le SDRA au Covid ou à un autre virus respiratoire est quand même très létal chez la personne âgée. Et enfin, de dire que voilà, donner de l'oxynothérapie aux patients, c'est a priori les traiter. Et que si on se repositionne dans le contexte de la première vague, oui, les moyens étaient limités, l'oxygène était quand même la première ressource thérapeutique à disposition, et a priori, il n'y a pas eu de pénurie d'approvisionnement en oxygène en France, contrairement à ce qu'on a pu observer en Inde. Enfin, que l'oxygène a pu être distribué en EHPAD, et ça, il y a des données, je pense, qui peuvent le confirmer. Voilà, les petits
petit point. Merci. Oui, alors que mon intervention n'était pas très modérée, comme vous l'avez dit pour commencer, oui, je vous l'accorde, c'est délibéré. Voilà, c'est délibéré. Peut-être que c'est une position ou une hypothèse. Après, je pourrais répondre sur vos différents points. À la sortie de la première vague, donc on va dire au 31 mai ou au 15 juin, tout le monde a compris où se trouve la population à risque de décéder. Elle se trouve concentrée dans les EHPAD. Contrairement aux autres personnes qui meurent du Covid parmi les 70 millions de Français, on sait très bien où elles sont. Elles sont localisées, elles sont prélocalisées. Elles sont prélocalisées dans 7000 EHPAD. On sait que c'est là qu'il y a le risque. On a bien vu qu'on a affaire à un gouvernement qui, finalement, a comme principaux indicateurs et lignes de conduite de suivre ce qui se passe dans les services de réanimation et dans une espèce d'hospitalisation noble. Je vous accorde qu'effectivement, on peut avoir de l'oxygène à l'hôpital. Il n'y avait pas du tout, au début mars, avril, il n'y avait pas du tout dans tous les services hospitaliers, avec l'afflux considérable des patients dont j'ai parlé, les équipements nécessaires. Il y a une montée en puissance, effectivement, et on a fini par pouvoir aussi équiper en oxygénothérapie des maisons de retraite, mais ce n'est pas le cas du début. Vraiment, au début, si on ne rentrait pas dans des soins critiques, on n'avait que du Doliprane. C'est la seule chose qui était à disposition. Mais au-delà de ça, c'est vraiment toute une stratégie. Les familles étaient écartées depuis le début, donc de toute façon, on ne va pas dire que c'est de la faute des familles. Les familles étaient écartées. Les personnes à risque vivaient dans des lieux extrêmement bien localisés, 7000 EHPAD, elles étaient pré-identifiées. Il n'y a eu aucune stratégie, il n'y a même pas eu de débat, il n'y a pas eu de réflexion de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. On a réuni personne pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre à l'abri cette population d'une vague qui va peut-être revenir en septembre, qui était préannoncée par le Conseil scientifique. Voilà, une bonne question. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec la présentation suivante. Alors, je ne sais pas qui parle. Émilie Counil, c'est ça? Vous êtes deux à présenter. Disparité socio-professionnelle des impacts sanitaires de la crise. Merci. On va voir si ça marche comme ça. Est-ce qu'avec le masque, vous m'entendez quand même? Ok, on va essayer comme ça alors. Donc bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Merci pour cette invitation à venir partager des travaux en cours. Il va y avoir le retour, pardon, excusez-moi. Ça va démarrer tout seul le retour? Ok, pardon. Petit détail technique. Donc nous allons vous présenter, Narges Gouroubi et moi-même, une présentation qui a été préparée à 3 mains, mais qui va être dite à 2 voix. Donc préparée par Narges Gouroubi, qui est doctorante à l'INED, à l'unité mortalité, santé, épidémiologie, en épidémiologie sociale. Myriam Klatt, chercheur à l'INED, qui est présente dans la salle également, et moi-même, Émilie Counil, chercheur à l'INED. Nous allons vous parler donc d'un projet en cours sur l'étude des disparités socio-professionnelles des impacts sanitaires de la crise, avec une étude à partir notamment des données EPICOV dont on a déjà un petit peu parlé ce matin. Alors, mise en contexte, la crise du Covid a été commentée largement déjà comme à la fois révélant et amplifiant les inégalités sociales de santé. Alors là, on va parler spécifiquement du fait de risque de contracter la maladie et de éventuellement développer des formes graves de la maladie. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez des données qui proviennent du Royaume-Uni, qui montre donc la mortalité comparée par cause dans le décile les zones les plus défavorisées donc, au Royaume-Uni. Donc ça, c'est l'axe des abscisses. Et en ordonnée, la même chose pour la mortalité dans la zone les plus favorisées, dans les zones les plus favorisées. Et ce que vous voyez, donc c'est... Alors, je ne sais pas si ça marche, c'est la lumière, là. Ah, pardon. Oui,
Alors, donc, on a l'axe qui passe par, voilà, qui montre l'égalité des risques entre les deux groupes. Et puis, on voit qu'en fait, pour un certain nombre de causes de décès, dont le Covid-19, le décès par Covid-19, ce risque de décès, en tenant compte de l'âge, bien sûr la structure d'âge, est multiplié par 2, comme pour les autres causes de décès qui se retrouvent sur ce même axe, multiplié par 2 dans les zones défavorisées par rapport aux zones favorisées. Donc on voit bien qu'il y a un doublement du risque de décès par Covid en fonction d'un indicateur agrégé de situation sociale. Ça, c'est des données au Royaume-Uni. Et si on regarde les rares données pour l'instant disponibles sur la France qui puissent être assimilables à ce type d'informations, on peut donc se baser sur une enquête conduite à partir de cohortes existantes, les cohortes 4 cohortes en population générale dans le cadre du projet SAPRIS, qui ont pu collecter des informations spécifiques à la crise sanitaire depuis le premier confinement et à différents temps. Et on voit ici, donc cette fois-ci, vous avez le pourcentage de cas probables ou de cas possibles de Covid à partir des symptômes déclarés des personnes. Et vous avez une ventilation, alors en bas, il s'agit du niveau, enfin de la catégorie sociale, pardon, depuis les catégories aisées jusqu'aux catégories populaires. Et puis, vous avez 2 couleurs. Alors d'abord, vous avez un petit focus sur les professionnels de santé qui, bien entendu, dans les 2 moments avant le confinement et avant le premier confinement et pendant le premier confinement, ont vu une augmentation attendue de la proportion, de la prévalence en fait de symptômes Covid qui constituent des contaminations attendues en lien probable avec le travail. Mais on voit aussi, par ailleurs, une inversion du gradient social, puisque au début de la crise, il a été beaucoup dit que des personnalités publiques et des personnes appartenant aux classes supérieures étaient touchées pour des raisons de sociabilité et de mode de vie, chose qui a été, et plus souvent d'ailleurs que les classes populaires, et des gradients qui s'est inversé avec les mesures collectives de confinement, où on a vu qu'au contraire, il y a eu une mise à l'abri de ces classes supérieures et une exposition plutôt à la hausse, avec des symptômes à la hausse, en tout cas rapportés dans les classes populaires. Donc, pour expliquer ces différences sociales, et notamment ces différences entre catégories socio-professionnelles larges, on peut faire l'hypothèse qu'il peut y avoir des différences, notamment par profession plus fine. Et là, donc, on se heurte, comme le disait Jean-Marie, pour d'autres types de données, mais d'autant plus sur les données ventilées par profession, à un déficit très important de données à travers le monde. Donc j'ai pris quelques exemples, 2 exemples, mais ils sont rares en fait, de données qui permettent vraiment de regarder soit la séroprévalence, donc ça c'est sur le graphique de gauche pour le comté de Genève, soit la mortalité par profession chez des personnes d'âge actif. Et ce qu'on observe, donc à gauche, je ne vais pas détailler les résultats, peu importe, mais donc à gauche, vous avez, excusez-moi, je suis un peu troublée là par le dispositif technique, vous avez donc tout un tas d'intitulés de professions fines, et puis vous avez ici donc la séroprévalence en référence à l'axe jaune qui est la séroprévalence dans l'ensemble de la population active étudiée. Donc on voit qu'il y a des populations qui ont des séroprévalences plus élevées, des professions qui ont des séroprévalences plus élevées que l'autre. On a très peu de données de ce type, hormis un dispositif en Norvège d'appariement de données très large qui est en train de produire ses premières données. On n'a clairement pas ça encore en France pour l'instant, en tout cas de publier. Et puis sur la droite, vous avez la mortalité par profession qui rend compte également, alors ici ce sont chez les femmes, pour lesquelles 62% des femmes ont pu avoir âgées de 20 à 70 ans au moment de leur décès, ont pu avoir leur profession renseignée sur le certificat de décès. On voit aussi des disparités entre professions, avec en général les professions peu qualifiées qui vont avoir des niveaux plus élevés de mortalité par Covid, hormis bien sûr les professions de santé qui constituent un groupe à part. Donc on a des données, elles sont partielles, et on voit quand même des disparités fortes sur certaines professions, différentes chez les hommes et les femmes. Et les principales explications avancées pour expliquer ces disparités professionnelles de contraction de la maladie, d'infection par le Covid et de décès par le Covid, sont de 2 ordres principalement. D'abord, l'existence de facteurs de vulnérabilité qui correspondent à des facteurs d'exposition qui vont donc faire que ces personnes qui occupent ce type de profession vont avoir de plus fortes expositions au virus, à la fois dans le travail,
par des métiers exposant à des contacts avec des patients Covid ou avec d'autres types d'agents infectieux, par du face-à-face avec le public, par des contacts rapprochés avec des collègues, aussi par le travail dans des espaces confinés, comme on l'a vu avec les clusters dans les abattoirs, des espaces mal ventilés, avec plus ou moins d'accès aux protections individuelles et collectives. On a su que même les soignants manquaient de masques au début de l'épidémie. Et puis avec également, une fois qu'on commence à développer des symptômes ou qu'on sait qu'on est infecté, la possibilité effective de s'isoler, de rester à la maison, de pouvoir prendre un congé. Et puis, évidemment, plus globalement, toutes les disparités sociales qu'il y a eu et qu'il y a encore autour de la possibilité de travailler à distance, avec la problématique des professions essentielles de première et de seconde ligne, et puis les questions de chômage partiel et toute la dynamique très variable au cours du temps qui rend la question pas facile à étudier. Et puis, hors du travail, ces facteurs de vulnérabilité peuvent concerner la question de la distance entre le domicile et le lieu de travail et la nécessité de prendre des transports sur de longues durées, des transports qui peuvent être plus ou moins on va dire achalandés. Et également le fait de résider en zone densément peuplée, le fait d'habiter un logement surpeuplé au sein d'un ménage complexe notamment, et puis l'accès aux tests. La deuxième explication possible, les deuxième série d'explications, ce sont des facteurs de susceptibilité, c'est-à-dire qu'à exposition égale, certaines des personnes occupant ces professions plus à risque, notamment de décès ou de formes graves, ont un risque accru d'infection ou de formes graves parce qu'ils peuvent peut-être être plus âgés au niveau de la structure démographique de la profession, plus souvent des postes occupés par des hommes. Ils peuvent également présenter des comorbidités qui sont liées à la fois à leur vie hors travail, mais qui peuvent aussi être liées à leur passé professionnel, notamment l'exposition au travail de nuit ou à d'autres nuisances, d'autres agents toxiques pour les voies respiratoires. La possibilité qu'ils ont de prendre un arrêt maladie lorsqu'ils sont malades, et puis les conditions de reprise de leur travail en cas de Covid long, par exemple, ou de complications. Et puis, bien sûr, l'accès à la vaccination, puisqu'il n'y a pas eu véritablement, en dehors des soignants, de stratégie de priorisation des professions en France. C'est venu en même temps que l'ouverture à différentes tranches d'âge dans la population, contrairement à ce qui s'est passé dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Et puis enfin, en dehors du travail, il y a bien sûr toute la problématique de l'accès possiblement limité aux soins chez ces catégories socioprofessionnelles et de co-exposition qui peuvent être reliées à la vie professionnelle également, mais pas nécessairement comme le tabac ou la pollution atmosphérique. Alors, on a essayé dès le début du premier confinement, avec Myriam Klatt, notamment une collègue, d'essayer de démêler un petit peu ce qu'on pouvait recueillir comme information sur les modifications de l'emploi et des conditions de travail très tôt au cours du mois de mars-avril et les impacts que ça pourrait avoir sur l'exposition au Covid-19 en France. Donc ce qu'on a pu recueillir à ce moment-là comme information, c'est qu'il y a la situation avant confinement, donc les conditions habituelles de travail qui pouvaient être déjà plus ou moins exposantes en fonction, on l'a dit, de facteurs d'exposition, être au contact d'agents infectieux, face à face avec le public, en contact avec les collègues. Et qui a permis de faire une première estimation. Alors, il y a des variations depuis, à partir des enquêtes de la DARES, autour de, on va dire, 9 à 10 millions de travailleurs possiblement hautement exposés, donc exposés à plusieurs facteurs d'exposition. Et puis après, en situation de confinement, évidemment, ces distributions d'exposition ont changé, puisque certaines professions ont été mises à l'abri, entre guillemets, en passant totalement au télétravail, par exemple, ou de manière partielle. Il y a eu le chômage partiel ou total également, qui a eu par ailleurs des répercussions possibles sur la sécurité de l'emploi et les conditions matérielles de vie. La possibilité de prendre un congé maladie ou un congé pour garde d'enfants. Et là, donc, sur une enquête qui était restreinte à ce moment-là, au mois d'avril 2020, au secteur privé, on avait plus d'un quart des salariés qui travaillaient encore sur site, surtout dans les services essentiels, avec une augmentation moyenne du temps de travail moyen. Et puis, bien sûr, tout ça dépend, l'exposition effective dépend aussi de l'accès à des protections au travail, les masques, les gants, le gel hydroalcoolique, les mesures de distanciation, pour lesquelles on a peu de données. Mais encore une fois, en fin mars 2020, il y avait encore un tiers de ces personnes qui travaillaient sur site sans gants et 40% sans masque. Donc, on voit qu'il y a eu un vrai problème de protection, au moins au début. Et tout ça pour dire que toutes ces observations, depuis le mois de mars dernier, nous ont conduit à nous atteler activement à documenter les disparités socio-professionnelles d'exposition au virus, de contraction du virus et de complications du virus, autour d'un projet de thèse dont Narges Gorobi va vous présenter maintenant les premiers résultats, qui correspondent au premier objectif de la thèse, décrire et caractériser les disparités socio-professionnelles d'exposition au virus SARS-CoV-2 dans le cadre du travail à différents moments de l'épidémie.
C'est donc ce qui va faire l'objet de sa présentation maintenant. Second objectif qu'elle va poursuivre après, c'est comparer le risque de Covid-19 entre ces différents groupes socio-professionnels en tenant compte des expositions dans le cadre du travail, mais aussi des conditions de vie. Et enfin, pour les cas de Covid-19, il s'agira de comparer la gravité, principalement en termes d'hospitalisation, et le taux de létalité entre différents groupes socio-professionnels en tenant compte des comorbidités. Et je lui laisse dès à présent la parole pour la suite de l'exposé. 5 minutes. Il vous reste 5 minutes. Donc on peut faire 6, mais... Je vais essayer. Bonjour à toutes et à tous. Je continue la présentation avec les matériaux et méthodes et les résultats primaires. D'abord, je vous donne une brève description des bases de données que nous avons utilisées. Avant le premier confinement, l'analyse se fonde sur 2 enquêtes transversales répétées, Sumer, l'édition 2017, et CT, Conditions de travail, l'édition 2013. Je viens d'avoir accès à l'édition 2019 de CT, donc je vais reproduire l'analyse sur cette dernière édition. Les 2 enquêtes sont menées par l'ADARES, le ministre du Travail. Nous avons étudié les participants qui sont âgés 18 à 64 ans et sont actifs. Donc 26 000 dans Sumer et 33 000 dans CT. Nous allons utiliser la première et la deuxième vague d'EpiCov pour décrire l'exposition au Covid-19 liée au travail pendant le premier et le deuxième confinement. La première vague a eu lieu entre le 2 mai et le 2 juin. Près de 40 000 participants actifs ont répondu avant la fin du confinement national strict et 40 000 ont répondu après cette date. La deuxième vague a été réalisée au cours du mois de novembre, mais je n'ai pas encore le nombre exact de participants actifs. Voici une liste de variables que nous pourrons mesurer à partir des bases de données mentionnées. Les facteurs d'exposition au Covid dans le cadre de travail et pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Les catégories socio-professionnelles, les familles professionnelles et les secteurs d'activité, ainsi que les variables sociodémographiques pour étudier les disparités dans cette exposition professionnelle. Pour la période de pré-confinement, nous avons identifié 3 facteurs d'exposition professionnelle au Covid-19, l'exposition à des risques infectieux, qui étaient quantifiés à partir de bases de données Sumer, parce que les formulations de la question rendent mieux compte des agents infectieux viraux, et aussi parce que les emplois exposés sont plus cohérents avec la littérature. Comme vous voyez, 16% des travailleurs français sont exposés à des agents infectieux dans le cadre de leur travail de routine. Les 2 autres facteurs d'exposition sont mesurés à partir des bases de données CT, car elle est plus complète et couvre les travailleurs indépendants. 63% de la population active française sont en contact direct avec le public et 43% d'entre eux travaillent avec les collègues. Ensuite, nous avons défini ces 3 niveaux d'exposition. Donc, je vais partir rapidement. Dans cette diapositive, vous pouvez voir les 5 premières professions présentant la plus forte proportion de travailleurs exposés à chaque des 3 facteurs d'exposition. Les résultats sont stratifiés par sexe chaque fois qu'il y avait au moins 30 observations dans un sous-groupe. Certains emplois, tels que les aides-soignants, sont fortement exposés aux 3 facteurs d'exposition, mais par exemple, les coiffeurs sont fréquemment en contact avec le public et moins exposés à 2 autres facteurs d'exposition, et les marins et pêcheurs travaillent principalement avec les collègues. Voici les familles professionnelles qui présentent la plus forte proportion de travailleurs exposés à 2 ou 3 facteurs d'exposition. Comme on pouvait s'y attendre, les travailleurs les plus exposés sont ceux du secteur de la santé. Cependant, d'autres emplois sont également menacés, par exemple les travailleurs sociaux, les employés des hôtels et des restaurants, les professionnels de la culture, du sport, les armées, les policiers, les pompiers, les coiffeurs.
Pour étudier les inégalités socio-démographiques dans l'exposition professionnelle au Covid-19, nous avons étudié le niveau d'exposition par ces variables et l'origine géographique dont je vais parler dans la prochaine diapositive. Les femmes sont plus exposées que les hommes. Parmi les 5 tranches d'âge que nous avons construites, les 35 à 44 ans sont les plus exposées. Par rapport à ceux qui travaillent dans le secteur privé, ceux qui travaillent dans le secteur public sont plus exposés au risque d'infection au travail. Il n'y a pas de différence entre l'exposition professionnelle de ceux qui ont un contrat CDI et ceux qui ont un contrat CDD. Cependant, les travailleurs indépendants sont moins exposés. Les catégories de groupes professionnels sont basées sur les 6 catégories professionnelles d'INSEE, sauf que nous avons divisé les employés et les ouvriers en qualifiés et non qualifiés, parce que leur niveau d'exposition pourrait être très différent. Les employés non qualifiés sont les plus exposés et les agriculteurs les moins exposés. Nous avons défini 6 catégories pour le niveau d'éducation et le niveau de revenus. Les titulaires d'un bac sont les plus exposés et aussi ceux qui sont dans 4e et 5e décile de revenus. Comme j'ai mentionné, l'origine géographique est une autre variable sociodémographique de notre étude. Vous voyez ici le niveau d'exposition professionnelle par origine géographique ainsi que l'exposition à chaque des facteurs parmi les catégories de variables d'origine. Nous avons effectué cette analyse plus détaillée parce que pour nous assurer que la combinaison des 3 facteurs ne masque pas certaines informations. On voit ici qu'en général, les originaires de DOM et les descendants d'immigrés non européens sont les plus exposés. Ces 2 groupes sont également plus exposés au risque d'infection que les autres, mais en ce qui concerne le contact face à face avec les autres, le public, la population majoritaire a des travailleurs plus exposés que les descendants d'immigrés. Les immigrés non européens et leurs descendants sont plus exposés à travailler avec les collègues. Et la dernière diapositive que je vais présenter concerne la matrice d'exposition des familles professionnelles. Vous pouvez voir la proportion des travailleurs exposés à chaque des 3 facteurs d'exposition pour chaque famille professionnelle, stratifiée par sexe lorsqu'il y a suffisamment d'observations. Nous avons construit cet outil pour ajouter des informations sur l'exposition professionnelle des participants de SAPRIS et EPICOR au temps 0, c'est-à-dire avant le confinement. En utilisant les familles professionnelles, nous importons cette matrice dans ces bases de données et nous attribuerons à chaque individu une probabilité d'être exposé à chaque des 3 facteurs de risque avant le premier confinement. Okay. Merci. Très bien. Voilà. Alors, on est en retard. Merci. Donc, je passe celle-là et je passe les limites, on pourra en parler aux questions. Juste, voilà, le mot de la fin. Donc, vous avez compris, c'est dynamique. Le travail, les expositions au travail, c'est dynamique. Depuis le début de l'épidémie, ça n'arrête pas de changer. On a un puzzle d'enquête avec plusieurs vagues d'enquête. Nargis vous a présenté ce qu'elle a fait avec ce qui s'est passé avant le confinement. Elle combine ce qu'elle a fait avec avant le confinement avec la première vague d'enquête EPICOV en ce moment même. Et puis après, donc, dans l'enquête EPICOV, on a des... Alors, excusez-moi, il suffit juste de ne pas tenir le bas du micro. Voilà, si vous tenez au milieu, c'est bon. Ah, voilà, pardon. Voilà, donc il y a la deuxième vague d'EPICOV aussi qui a déjà été présentée tout à l'heure, qui était au mois de novembre. Il y a la 3e vague qui est en cours. Il y aura peut-être une 4e vague à la rentrée. Et nous avons aussi les données de SAPRIS Constance, auxquelles nous allons bientôt avoir accès, qui a déjà 4 vagues à d'autres moments de l'épidémie. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail encore à faire et qu'on va avoir des résultats bientôt très passionnants à vous présenter. Merci pour votre attention. Très bien. Merci beaucoup. Bien alors, on est rentré là dans une grosse enquête en cours dont on espère évidemment beaucoup de résultats. Il y en a déjà quelques-uns quand même. Alors sans surprise, hein, moi je suis historien d'origine, alors vous savez, les inégalités de santé et de mortalité, c'est la loi en face de toute épidémie.
Donc on n'a rien inventé de nouveau, j'allais dire. Ce qui est triste, c'est qu'on n'ait pas réussi à l'atténuer ou à la supprimer, cette disparité. Alors, des questions? Pas de questions. Allez, elles sont jeunes, il faut les encourager, là. J'aurais déjà laissé un petit peu plus de temps, mais bon, c'est la prime à la jeunesse. Hein. Non? Pas de questions. Si, sur les catégories, Alors la question qui vient d'être posée porte sur la combinaison entre les différentes enquêtes dont vous avez parlé à la fin de votre exposé et sur les éléments communs qui permettent la comparaison. Alors c'est une très bonne question. En fait, on va combiner les vagues d'Epikov entre elles d'un côté et les vagues de Sapris entre elles de l'autre, mais on ne va pas combiner Epikov et Sapris. Par contre, on dira bien à quelle période ça fait référence et on va regarder si les typologies qu'on peut construire au cours du temps, justement, de quelles professions ont eu des changements plutôt de mise à l'abri, plutôt d'exposition continue, plutôt d'aggravation de l'exposition, si on retrouve des choses cohérentes entre les différents corpus. Mais on ne peut pas fusionner ces bases entre elles, par contre. Je ne sais pas si je réponds à la question. Myriam peut-être veut compléter. Ouais. Oui, Myriam Klatt de l'INED, je participe à l'étude. J'avais un commentaire par rapport à ce que disait Patrice sur les épidémies, rien de nouveau, les inégalités sociales. Et c'est vrai qu'on a beaucoup dit de cette pandémie que c'était un révélateur, un amplificateur des inégalités sociales. Et ça a été démontré par de nombreuses études à travers le monde. Mais aussi ce qui s'est dit aussi par des historiens. Et c'est que si on prenait du recul, et Émilie a présenté des chiffres, au tout début de l'épidémie, le virus a été propagé hors de Chine par des voyageurs qui pour la plupart appartenaient à des classes moyennes, supérieures, qu'il y a eu des foyers dans des stations de ski, sur des navires de croisière touristique, dans des rassemblements politiques, des spectacles, etc. Et qu'en fait, au départ, c'était plutôt une maladie qui était répandue, qui était plus fréquente dans les catégories plutôt supérieures et que c'est l'épidémie est allée du haut vers le bas. Et je ne suis pas sûre que ce soit tout le temps le cas dans l'histoire des pandémies. Ça demanderait à être regardé de près, mais... Alors... Oui, c'est mieux comme ça. Oui, Jean-Paul. Ouais, merci beaucoup. Hein, donc, très, très intéressant. C'est possible que vous disiez un mot de la conjonction entre inégalités liées donc aux catégories socio-professionnelles, à l'emploi, aux conditions de travail, leur changement, etc., et aux dimensions territoriales. Alors, pour l'instant, on n'a pas fait d'analyse là-dessus, mais dans la base de données Epikov notamment, on a la localisation des personnes. Donc, et effectivement, et on a des variables qu'on a dit, qui permettent de décrire notamment la densité de la zone de résidence, mais on va pouvoir aussi injecter des données sur le contexte épidémique. Donc ça, il faut qu'on trouve un moyen de le prendre en compte dans les modélisations. On ne sait pas encore, parce qu'il y a à la fois l'aspect temporel, l'aspect contextuel. Donc, il faut voir si des modèles multiniveaux peuvent nous aider à regarder ça. Et puis, un mot qu'on n'a pas prononcé, mais il faut en parler, et ce sera l'objet d'une présentation demain par Nathalie Bajos, c'est les questions d'intersectionnalité aussi. Puisque, bien sûr, on fait une entrée par profession, mais on est bien consciente que ces disparités socio-professionnelles, en fait, elles se vivent dans des groupes qui sont définis à la fois par des rapports de genre, de race, de classe, voilà. Et donc, toutes ces données sont bien renseignées normalement, notamment dans la base de données Epikov, qui permet de réfléchir en ces termes donc à la croisée des catégories plutôt que facteur d'inégalité par facteur d'inégalité. Mais la dimension territoriale est très importante, effectivement, également à prendre en compte. Mais rien à dire pour l'instant de définitif là-dessus. Très bien, merci. Merci beaucoup.
Et bon courage pour la fin de cette étude, dont nous attendons beaucoup. Très bien, alors nous passons à la communication suivante de Sophie Lecoeur et Tristan Delory. Voilà. Intitulé « Pourquoi et comment l'analyse des données de consommation de soins peut contribuer à documenter l'impact de la pandémie de Covid-19 ». Bonjour. Bien, au milieu. Vous m'entendez? Oui. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre projet, qui est encore à l'état de projet. C'est un projet porté par le Centre hospitalier Annecy-Genevois, l'INSERM avec l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, l'IRDES et bien sûr l'INED, dont je fais partie. Il offre un cadre de réflexion sur l'apport du système national de données de santé, en particulier sur la consommation de soins, pour documenter... Oui. Sophie, est-ce que vous pourriez garder le micro en face de votre bouche, même si vous avez votre masque, pour qu'on capte bien le son? Merci. Je vais tirer le masque déjà. Donc de l'apport du SNDS pour documenter l'impact de la pandémie de Covid-19, surtout pour des patients qui souffrent de pathologies chroniques. Ce projet est financé par le ministère de la Santé et des Solidarités grâce à un PREPS, c'est-à-dire un programme de recherche sur la performance du système de santé. Lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui de la recherche sur le Covid-19, dans le cadre de l'urgence où nous avons été plongés, on peut faire le constat suivant. Les avancées les plus marquantes dans la prise en charge du Covid-19 ont été liées à l'accumulation d'expériences des soignants de première ligne. Avant tout, par exemple, c'était l'expérience des réanimateurs. Ils ont d'abord utilisé de façon empirique des médicaments comme les corticoïdes ou les anticoagulants qui ont ultérieurement prouvé leur efficacité dans le cadre d'essais cliniques. Les réanimateurs ont aussi appris à utiliser l'oxygène à haut débit, par exemple. Et ces stratégies ont été d'une efficacité extraordinaire pour réduire la mortalité au cours des vagues de l'épidémie. En contraste, l'apport des essais cliniques et des cohortes observationnelles a été relativement minime du fait de la balkanisation de toutes ces études, et je vous montrerai dans la diapo suivante toutes les études qui ont été faites. Ces études ont été à l'origine d'une sorte de défiance vis-à-vis de la recherche, et avec même, dans certains cas, le développement de complotisme. Mais l'urgence a aussi révélé l'importance des données issues d'enquêtes populationnelles, comme celles qui ont été présentées précédemment, EPICOV, et elle a aussi permis de lever un certain nombre de blocages administratifs et institutionnels. Par exemple, les autorisations par la CNIL ont été obtenues très rapidement, et ça c'est l'exemple d'EPICOV, et les fonds ont pu être débloqués de façon extrêmement rapide. Donc sur cette diapositive, vous voyez, c'est une recherche que nous avons faite sur clinicaltrial.gov hier, et on peut répertorier plus de 6000 études, parmi lesquelles plus de 3000 études interventionnelles, dont la plupart des essais cliniques, et 2600 études observationnelles, y compris 350 environ qui étaient des études basées sur des registres
de patients. Donc vous voyez la répartition des études dans le monde, la plupart en Europe de l'Ouest et également aux États-Unis, et puis beaucoup moins dans le reste du monde. Quel était le contexte de notre projet ? Nous constations que la pandémie avait nécessité de restructurer en profondeur l'offre de soins pour se concentrer sur la prise en charge des cas graves, notamment par l'ouverture et la priorisation de lits de réanimation. Cela a vraisemblablement affecté le recours aux soins pour les patients présentant d'autres pathologies. Les interventions chirurgicales programmées ont été reportées. De nombreux actes diagnostiques ou thérapeutiques non urgents ont été suspendus. Et de nombreuses consultations médicales ont été faites par téléconsultation. Ceci a eu de possibles conséquences en termes de morbidité et de mortalité. Mais les effets passés et à venir de ce contexte sanitaire inédit restent néanmoins méconnus. Retard au renoncement aux soins et à la prévention, santé mentale, inégalité sociale de santé, comme nous en avons parlé précédemment. L'objectif de notre projet, qui est intitulé Covid-OSP, est donc d'évaluer l'impact de la pandémie sur la prise en charge de certaines pathologies chroniques via le système national de données de santé. Et les objectifs spécifiques sont de décrire, selon la pathologie, l'évolution du recours aux soins en termes de fréquence et de mode de prise en charge, de la morbidité et de la mortalité intra- et extra-hospitalière, et de la durée et des coûts de séjour hospitalier dans la perspective du payeur, c'est-à-dire l'assurance maladie. Enfin, il s'agira également d'identifier les facteurs associés à la mortalité selon la pathologie, les caractéristiques démographiques, les disparités territoriales et les caractéristiques socio-économiques. Je vais passer la parole maintenant à mon collègue Tristan, qui est plus clinicien et qui va vous expliquer plus en avant l'étude que nous faisons. Merci Sophie, merci aux organisateurs de nous avoir invités. Donc, comme vous avez vu, on est encore à l'état de projet conceptuel, hein, mais on a quand même bien avancé dans la réflexion. Et donc, on est parti de ce constat, c'est-à-dire, j'ai essayé de l'user le moins possible, mais qu'en gros, quand on a une maladie, eh bien, elle peut survenir un certain temps avant qu'on la diagnostique. Et puis, une fois qu'elle est diagnostiquée, elle a un pronostic qui peut être favorable ou défavorable. Voilà. Et donc, notre hypothèse était que selon la pathologie à laquelle on s'intéressait, eh bien, la pandémie avait pu retarder le diagnostic et avoir des effets qui soient, on l'imagine, négatifs, mais peut-être parfois positifs aussi sur la prise en charge de certaines pathologies. Et donc, on a beaucoup discuté avec le groupe de travail qui a été précité sur les modèles un peu expérimentaux qu'on pourrait retenir. Et donc, on a retenu à ce stade 3 pathologies qu'on a depuis un petit peu enrichies, mais on va parler de cela et puis faire un focus sur une en particulier. Donc, on a retenu le cancer du poumon parce que c'est une pathologie qui est relativement fréquente, dont le pronostic est sévère avec une évolution rapide et une espérance de vie qui est assez courte. On a préféré prendre initialement des pathologies qui étaient toutes respiratoires, puisqu'il y avait a priori une prédisposition à la gravité pour le coronavirus 19. On a pris aussi les patients atteints de mucoviscidose, puisque c'est une maladie qui est rare, transmise de manière génétique, avec une évolution qui est lente et une espérance de vie qui est relativement modérée, mais qui a été largement améliorée dernièrement, avec des nouveaux traitements d'ailleurs qui font l'objet de remboursement depuis peu. Et puis les bronchopnéopathies chroniques obstructives qui, à titre personnel, je trouve l'exemple le plus intéressant, puisque c'est une pathologie très fréquente en France qui touche 4 à 9% des adultes de plus de 65 ans. 4% c'est pour les femmes, 9% c'est pour les hommes, qui évoluent lentement par stade, qui sont a priori pas réversibles, qui confèrent une espérance de vie longue et qui nécessitent au cours d'exacerbation d'être admis en réanimation. Alors, si on prend le focus de la BPCO, et pour vous montrer à quel point c'est compliqué de réfléchir sur les parcours de soins des patients qui ont ces pathologies, eh bien c'est que ce qu'on a observé au cours de la dernière année, c'est qu'il y avait une moindre incidence de la Covid-19 chez ces patients par rapport au reste de la population, mais que quand ces patients développaient la Covid-19, ils avaient une surmortalité, puisqu'ils avaient un taux de mortalité 2 à 5 fois supérieur à la population générale,
que néanmoins il y avait eu au cours de la dernière année une réduction assez importante du nombre d'hospitalisations pour épisodes aigus d'exacerbation de BPCO chez ces patients. C'est des patients qui ont vraiment un peu disparu de la circulation pendant un an et pour laquelle on n'a pas vraiment d'explication aujourd'hui très claire, et peut-être en partie lié à des développements de modes de prise en charge alternatifs tels que la télémédecine ou l'automédication par les patients en ville. Et donc notre idée, c'est d'essayer de capturer un peu tout ça dans le système national des données de santé, qui est une base de données médico-administrative, on va le revoir juste après. Mais ça pose un certain nombre de questions, puisqu'en fait, finalement, nous, ce qu'on va mesurer... Mince, je me trompe de bouton. Voilà. C'est ça, hein, en gros, la prise en charge à l'hôpital. Et si je prends juste un exemple en partant des mesures gouvernementales, eh bien, si on voit les mesures gouvernementales, elles ont pu avoir des effets qui soient, on va dire, positifs, hein, sur la circulation des virus, ou négatifs, hein, je ne sais pas comment on peut dire le truc, mais en gros, ça a entraîné une moindre circulation des agents infectieux de manière globale, et donc une diminution du besoin en soins pour les patients qui avaient par exemple une BPCO, puisqu'ils faisaient moins d'exacerbations. Ça a aussi entraîné une réduction de la pollution de l'air qui aussi a pu avoir un effet de contrôle sur les épisodes d'exacerbation de BPCO, mais ça a pu entraîner une baisse de l'activité ou une détérioration de la santé mentale des patients qui pour le coup a pu augmenter le besoin en soins hospitaliers. Et donc tout ça, mesurer tout ça par le prisme de la prise en charge hospitalière est assez complexe, ce d'autant que si on revient à la diapositive globale, eh bien, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des cartouches qui sont en verte, d'autres en bleu et d'autres en gris. Celles qui sont en verte sont celles que l'on peut a priori mesurer dans le SNDS. Tout ce qui est en bleu sont des choses que l'on ne peut pas mesurer, et tout ce qui est gris est non observable. Et donc l'idée est de savoir, on le verra en conclusion, comment est-ce qu'on peut enrichir le système national des données de santé de données écologiques afin de pouvoir tirer des causalités. Alors, pour revenir sur le SNDS, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais voilà. Donc, c'est une base de données qui est populationnelle, pseudonymisée, qui est réutilisable à visée épidémiologique, mais qui, à la base, et c'est l'encart de droite, voilà, vous avez ce qu'on appelle les limites et puis les forces, hein, est à destination comptable, et donc il y manque un certain nombre d'informations, notamment des données de santé, des données sociales, des données liées aux indices on va dire à la pauvreté, hein. Il y a l'indice de défavorisation sociale de l'INSEE qui est présent, mais c'est un indice qui est assez frustre. On peut réutiliser ces données pour définir des pseudo-cohortes de patients atteints de pathologies en utilisant des algorithmes diagnostiques, mais ces algorithmes sont relativement complexes et surtout vont avoir des couples sensibilité-spécificité en fonction de ce qu'on y met, qui sont variables et donc qui vont nous donner une taille d'échantillon de population qui va être différent et qui peut conduire à des mésestimations. Il est aussi difficile parfois de différencier dans ces données les cas qui sont dits prévalents des cas dits incidents. Et donc, à partir de ces données, on peut extrapoler des consommations de soins et des parcours de soins pour des pseudo-cohortes, on va dire, de patients. La difficulté étant de définir un parcours de soins type pour les personnes. Alors, heureusement, il y a des gens qui réfléchissent à ça depuis longtemps et donc il y a des pathologies pour lesquelles c'est simple et d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus complexe. Et enfin, une des grandes forces de cette base de données, c'est qu'elle offre une profondeur de données très importante, puisqu'il y a certains instituts qui peuvent remonter jusqu'à 10 ans en arrière, même plus, notamment l'IRDES. Et on peut donc comparer les parcours de soins des patients atteints d'une même pathologie avant la survenue de la pandémie à l'échelle individuelle à ce qui s'est passé au cours et peut-être même après, si un jour on voit la fin de cette épidémie. La problématique, et comme par exemple le souligné pour la mucoviscidose, eh bien, c'est qu'il y a certaines pathologies pour lesquelles il y a des avancées dans les prises en charge médicales. Et donc, par exemple, si on s'intéresse à la mortalité, eh bien, la mortalité liée à la mucoviscidose, on va dire actuelle, n'est pas du tout la même que celle qu'elle était il y a 10 ans. Un autre point est qu'il y a un décalage en fait dans le système national des données de santé entre la survenue d'un événement et la remontée dans le système, notamment pour les décès. Hein. Pour le Covid-19, il y a eu un effort qui a été fait pour incrémenter dans le SNDS toutes les données de mortalité, mais sinon on en est encore sur les données consolidées à, je crois, 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. Alors, pour être assez bref, ce projet nous a amené à nous poser quand même pas mal de questions. La première, c'est ces bases de données médico-administratives populationnelles, donc avec 65 millions d'assurés, peuvent paraître être le Graal, quelque part, mais parce qu'elles sont assez puissantes, c'est pas cher de faire des analyses dessus, et donc on pourrait être tenté de
de la mettre sur un panthéon et de pas du tout remettre en question ces données. Mais on pense qu'il y manque quand même un certain nombre d'indicateurs, notamment socio-comportementaux. On l'a vu dans la présentation précédente, hein, c'est un vrai problème. Et donc on pourrait ignorer des facteurs de confusion et tirer des relations causales qui en fait n'existent pas parce qu'on n'arrive pas à mesurer bien les choses. Et donc le risque, à notre sens, hein, et donc on était content de la levée des verrous administratifs, on va dire, tient moins du risque de dépseudonymisation des patients et donc du risque de réidentifier les gens, hein, mais plutôt de mal interpréter les résultats et de porter des conclusions qui soient un petit peu hâtives et qui amènent à des erreurs de jugement. Et donc, nous, les questions qu'on se pose à ce jour, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de... Voilà, c'est quelque chose que je pense n'est pas fait au niveau international encore, mais de formaliser les modalités d'analyse de ces grandes bases de données, hein, avec des recommandations de bonnes pratiques. On en a parlé un petit peu ce matin, finalement, et ça fait une sorte de lien avec ce qu'on a pu discuter. De savoir quelle valeur il faut attribuer à ces analyses conduites sur grande base de données, et est-ce qu'il y a des approches alternatives, notamment les études de cohorte en VIREL ou les vrais essais randomisés. Et puis, comment est-ce qu'on peut enrichir ces bases de données, de données notamment socio-comportementales ou de données écologiques autres, hein, en ayant un niveau de granularité qui soit suffisant pour pouvoir tirer une conclusion. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui contribuent à ce projet. Alors tout le monde n'est pas listé ici parce qu'on est un peu limité par la taille de la diapositive, mais vous avez un peu le cœur du réacteur ici, donc l'hôpital d'Annecy-Genevois, l'INSERM avec Gilles Eschblum, Nathanaël Lapidus, l'INED avec Myriam Klatt et Sophie Lecoeur, l'IRDES avec Maud Espagnac, Coralie Gendré. Et on a 3 doctorants en fait, qui sont rattachés à ce projet, donc Jonas Poussineau à l'INED, Ella Giley qui va rejoindre l'INSERM bientôt, et Fanny Duchesne à l'IRDES. On a aussi d'autres gens à l'INED, notamment Émilie Counil qui nous a beaucoup aidé au début, et Gilles Bellis. Voilà. Je vous remercie et je prends les questions avec plaisir. Merci beaucoup. Donc ici, cette grande question qu'on s'est tous posé à un moment ou à un autre, que faire des très grandes bases qui n'ont pas été conçues pour l'objet de recherche, qui est le nôtre au tenté. Voilà, c'est une vraie question. Alors bon, il y a un certain nombre de collègues qui la résolvent assez rapidement en disant bon, on peut rien en faire, faisons autrement. Ça vaut peut-être le coup, effectivement, comme vous le faites, d'approfondir un peu et de voir si vraiment on ne peut rien en tirer ou si finalement, avec quelques approximations ou quelques données croisées, on ne parvient pas à des résultats très intéressants tout de même. Alors, des questions ? Voilà, c'est à l'état de projet, évidemment, pour l'instant. Luc, oui. Luc Berlivet. Alors la question, je la répète, il s'agit d'une question concernant le choix de la mucoviscidose que vous avez insérée dans vos observations. Alors, si vous voulez, la mucoviscidose, le choix, il est venu un peu secondairement. Au début, en fait, ce qu'on voulait, c'était des pathologies qui soient toutes pulmonaires. Je résume, j'essaie de raconter un peu l'historique parce qu'il faut comprendre que ce projet, il a été écrit en fait en février 2020. Donc, c'était avant. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs un financement cette année-là parce qu'on a déposé, je crois, le 17 mars. Voilà. Et donc la mucoviscidose, on l'avait listée dans les pathologies à voir, un peu comme on en a listé plein d'autres en fait. Hein. Et ce qu'on trouve intéressant avec la mucoviscidose, c'est que comme vous le dites, les gens sont diagnostiqués dès l'enfance, hein, il y a un test qui est génétique. Ils sont extrêmement bien suivis, les patients qui vivent avec la mucoviscidose, et ils sont très susceptibles aux infections pulmonaires, et donc ils se sont vraiment énormément protégés en fait pendant la pandémie. Je pense qu'ils continuent encore à se protéger. Le pronostic de la maladie a été drastiquement changé ces dernières années avec l'apparition de nouveaux traitements, et donc on a une espérance de vie qui
qui va plus loin que l'âge adulte, hein, puisqu'on voilà, on peut vivre vraiment longtemps, et sans avoir recours à la greffe pulmonaire, donc qui est aussi voilà, un des événements qu'on peut mesurer. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on voulait des pathologies pour lesquelles il y a peu d'attrition, c'est-à-dire où on va vraiment pouvoir capturer les événements dans le système national des données de santé au mieux. Et c'est des gens qui ont un suivi qui est essentiellement hospitalier, et donc on peut vraiment mesurer précisément un parcours de soins. Pareil pour le cancer du poumon. La BPCO, c'est beaucoup plus complexe. Dans les autres pathologies qu'on envisage à ce jour, pour les citer, voilà, on voulait étudier les personnes suivies pour une hémodialyse, donc avec une insuffisance rénale chronique, et éventuellement les gens qui vont vers la greffe rénale. Puisque pareil, c'est des gens qui ont une captation dans le système de soins qui est évidente, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir une dialyse en ville, quoi. C'est pas possible. Il faut nécessairement venir à l'hôpital. Voilà. On a utilisé un des défauts, si vous voulez, on voulait utiliser un des défauts du système national des données de santé pour en faire une force, c'est-à-dire d'essayer de ne pas trop perdre d'informations avec des parcours de soins qui soient dilués vers la ville. Une population qui nous intéressait par exemple énormément, c'est la population des personnes âgées dont a parlé Jean-Marie Robin juste avant, et des EHPAD. Mais le problème, c'est que dans le SNDS, toutes les données du médico-social, ce qu'on appelle le médico-social, sont pas vraiment bien renseignées, et donc on ne peut pas vraiment utiliser cette base de données, par exemple, pour réfléchir à cette question. Voilà. Très bien, merci. Autre question? Il nous reste 2 minutes. Bon, alors, merci beaucoup. On avance comme ça, c'est bien. Alors, nous passons à la présentation suivante. Comment? Ah oui, pouvons-nous? Oui, alors, souhaitez-vous que nous fassions la pause café tout de suite ou après la présentation de Pascal Crépé? Ouais. On fait encore une présentation? Allez, non? Vous voulez faire la pause? Faisons la pause. Allez, donc nous reprenons dans un quart d'heure? Un quart d'heure? Voilà. 16h20.